Salam alaikum Azul, bonsoir. Nous continuons donc nos émissions sur la commémoration du 1er novembre 1954. Et j'ai aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Benjamin Stora, historien, professeur des universités, mais dont on sait aussi, nous tous en Algérie, c'est un enfant de Constantine, n'est-ce pas, Benjamin Stora? Tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait. Merci. Nous avons Hassan Zahraoui qui est là pour nous accompagner dans cette première partie de cette émission, parce que, Hassan, nous allons devoir libérer Benjamin Stora. Il a demandé d'être libéré, il a des choses à faire. D'accord, Hassan Zahraoui, sociologue, chercheur du CNRS, s'il vous plaît. Qui a l'habitude de venir, ne bien présente pas sûr. parce qu'il est connu à Al-Magharibiya. Il est connu à Al-Magharibiya et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec mon ami Benjamin Stora. Merci. Alors, Benjamin Stora, il y a des questions qui nous interpellent parfois. La France, après Dien Bien Phu, après sa défaite à Dien Bien Phu, a vite compris, on a senti avec le déplacement de M. Mendes France en Tunisie, qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait plus maintenir son empire colonial à flot, du moins au niveau où il était, qu'il fallait un peu élaguer. Et tout de suite, elle a entrepris une décolonisation progressive de la Tunisie et du Maroc. Et pourquoi un tel processus qui était irréversible, inéluctable, ne s'est-il pas enclenché dans la tête, dans la logique de la France coloniale? Écoutez, d'abord, la décolonisation, c'est un phénomène mondial qui commence à partir de 1945-50 et qui touche l'ensemble de l'Empire britannique, donc aussi de l'Empire français. L'Inde accède à son indépendance avec le Pakistan, l'Indonésie. Ce sont des grands pays qui accèdent à l'indépendance politique. Et donc la France, à son tour, bien sûr, est touchée par les mouvements nationalistes, les mouvements indépendantistes, en Afrique, bien sûr, en Asie, la guerre d'Indochine et la fin avec la défaite française de Dien Bien Phu en 1954. Ce sont donc pratiquement toutes les colonies françaises qui sont touchées par ce désir d'indépendance, de reprendre possession de leur souveraineté politique perdue au moment des expéditions coloniales, tout au long du XIXe siècle en particulier. Et lorsque Pierre Mendès France arrive au pouvoir en 1954, effectivement, en juin 1954, il décide, disons, d'entreprendre un processus de décolonisation en se rendant par exemple en Tunisie. Donc il prononce le fameux discours de Carthage qui ouvre la voie à la décolonisation, c'est-à-dire l'autonomie d'abord, et ensuite l'indépendance. Ça, c'est un discours très très important de juillet 1954. Et puis il y a le Maroc aussi, puisqu'il y avait eu la déposition du sultan et son exil. Il est revenu ensuite. Bon, il y a eu tout un processus où la décolonisation était effectivement inéluctable pour ce qui concerne le Maroc et la Tunisie. Et d'ailleurs, la classe politique française de l'époque, pas toutes d'ailleurs, mais enfin une partie d'entre elles, étaient convaincues qu'il fallait aller vers la décolonisation. Alors pourquoi ça n'avait pas soulevé de tollé particulier. Il y avait quand même en France des gens qui étaient hostiles à la décolonisation. Tout le monde n'était pas d'accord sur la décolonisation. Pourquoi parce que la France, sa grandeur, c'était son empire. Le nationalisme français s'est constitué comme nationalisme, notamment à partir du XIXe siècle, sur la base de l'empire colonial. C'était ça, le rayonnement du nationalisme. C'était pas... après, on a dit la République, les Lumières, etc. Mais le point de départ, c'était la colonisation. Ce qui a fait la grandeur de ce qu'on appelle la France, la plus grande France. C'est comme ça que, d'ailleurs, la France s'appelait à l'époque. La plus grande La plus grande France. D'accord. C'est comme ça que ça s'appelait encore dans les années 30, quand il y avait l'exposition coloniale en 1931. Sur la carte du monde, il y avait les taches de l'Empire et les Français avaient l'impression d'être au centre, disons, de ce monde. Comme les Britanniques, d'ailleurs. Oui. Parce que les Britanniques avaient un immense empire. L'empire où le soleil ne se couche jamais, etc., etc. Et en Algérie, alors pourquoi ça n'a pas pris cette logique Pourquoi l'Algérie? Alors là, il faudrait revenir longtemps en arrière, parce qu'en fait,
l'Algérie était considérée non pas comme une colonie, mais comme des départements français. C'est-à-dire c'était intégré à la France. De Dunkerque à Tamanrasset. Ça, c'est ce qu'a dit De Gaulle plus tard, bien sûr. Bien plus tard. Oui. Mais c'était considéré comme des départements français. C'est-à-dire que ce n'était pas une colonie, c'était la France. C'est-à-dire que la classe politique française de cette époque... Et pourtant, les nationaux n'étaient pas de véritables citoyens français à part entière. Bien sûr. Des sujets français d'une république. Bien sûr, l'Algérie française, comme on l'appelait à l'époque, c'était une fiction juridique. Ça n'avait que le nom. Parce que dans les faits, ce territoire-là, l'immense majorité de cette population dite entre guillemets indigène n'avait pas accès à la citoyenneté, etc., etc. D'une part. Puis d'autre part, il y avait toute une partie de cette population qui refusait la présence française depuis le début, avec, bien sûr, on connaît l'émir Abdelkader, le soulèvement de 1871 en Kabylie, enfin tout ça est très connu. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une partie très importante de la société, notamment dans les campagnes, qui n'était pas d'accord, qui ne voulait pas cette présence. Ce qui fait que, dans le fond, la grande interrogation qu'on peut se poser dans les années 50, c'est quoi, pour moi? C'est qu'il existait déjà, avant 1954, un nationalisme algérien. C'est ça la vraie question. C'est-à-dire que le nationalisme algérien n'est pas né en 1954. Il est né bien avant. C'est-à-dire la volonté des indépendances politiques, de la reconquête de souveraineté, la constitution d'une armée nationale, etc. L'étoile nord-africaine, 1926, avec Messali, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'interroger sur le fait que 30 ans après le début du nationalisme algérien, dans les années 50, la classe politique française n'a toujours pas pris conscience ou connaissance qu'il existe des nationalistes en face d'eux. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord avec la présence française. Même s'ils étaient un tant soit peu assimilationnistes, même... Quelle que soit leur tendance. Parce qu'il y avait plusieurs tendances. Il y avait ceux qui étaient pour l'indépendance, bien sûr, comme Messali et d'autres. Mais il y avait ceux qui étaient pour l'égalité des droits. Il y avait ceux qui étaient pour la reconnaissance de l'islam comme religion en Algérie, comme le mouvement des Oulémas, qui est né, comme on le sait, avec Ben Badiz dans les années 30, etc. Bon, quelles que soient les tendances, il y avait un mouvement général, disons, qui voulaient se faire reconnaître comme des acteurs politiques à part entière. C'est-à-dire qu'ils voulaient être des acteurs politiques. Et ce qui est extraordinaire, quand on y réfléchit bien, c'est qu'aucun de ces grands acteurs politiques, Bachir Ebrahimi, Ferhat Abbas, même Messali, n'ont été consultés par les autorités politiques de l'époque française. Ils ne les considéraient pas comme des acteurs politiques. Je parle d'avant 1954. À part les assignés à résidence de temps à autre. Arrestation. Un personnage comme Ferhat Abbas, en 1945, lorsqu'il y a, comme vous le savez, la répression terrible qu'il y a, ils l'ont arrêté tout de suite. Il a cru qu'il allait être fusillé, il a fait son testament. Il faut le savoir, ça, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en fait... D'autant plus que son neveu avait été assassiné... Non, ça c'est bien, c'est après. C'est après d'accord. Ouais. Okay. Mais, ou avant, il y a eu effectivement un autre membre de sa famille. Mais qu'importe. Tous ces hommes qui rassemblaient des foules considérables. Quand il y a les élections au deuxième collège de 1947, aux élections municipales de 1947, les élus nationalistes au deuxième collège sont majoritaires, absolus. C'est-à-dire qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Au deuxième collège, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ils sont majoritaires. À tel point, d'ailleurs, qu'en 1948, ils vont truquer les élections. C'est avec Nejlen, pour que tous les mêmes élus de 1947 ne soient pas reconduits. Vous voyez ce que je... Bon. Mais qu'importe, c'est que lorsque, avant même la guerre, il y a toute une élite politique nationaliste dans les prisons, dans les conseils municipaux. Dans les conseils municipaux, vous aviez, avec Jacques Chevalier, les élus MTLD qui siégeaient. Ces gens, tous ces militants, tous ces élus, il y en avait beaucoup. Ils étaient tous dans ce qu'on pourrait appeler une famille nationaliste. Alors comment se fait-il que tous ces gens qui existaient, qui étaient des acteurs politiques, aucun d'entre eux n'était pris en considération, ne serait-ce que par la discussion, par le dialogue, par, je sais pas si c'est par le fait de les reconnaître comme acteurs politiques. Et c'est ça qui aurait fait que la révolution armée devienne inéluctable, le seul aboutissement possible. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, tous les acteurs politiques qui jouaient le cadre du jeu institutionnel, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de faire autre chose, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, etc., ils étaient élus, ils étaient quand même arrêtés, ils étaient quand même torturés, ils étaient quand même assignés à résidence, ils étaient exilés, ils étaient... Vous voyez, bon, à un moment donné, vous avez effectivement une fraction de d'une nouvelle génération
qui dit, grosso modo, on a tout essayé. Et qui était issu de ces mouvements nationalistes. Qui était issu de ce mouvement, du PPA, MTLD, et qui dit, puisque nos propres dirigeants, qui sont déjà âgés, parce qu'il faut voir que ces dirigeants étaient déjà des hommes de 50-60 ans, quand même. Ce n'étaient pas des gamins. C'était des hommes qui avaient déjà de la bouteille politique, qui avaient pris la parole, qui avaient fait des meetings, etc. Si eux n'arrivent pas à se faire entendre avec leur expérience, leur savoir-faire, comment on va faire, nous? Il ne restait qu'à faire parler la poudre, comme on dit. Voilà. Ouais. Il restait plus que ça. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ils avaient tout essayé. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de négocier, d'exister, etc. Il y a ça, d'une part. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point le nationalisme français n'a pas su reconnaître un nationalisme différent du sien, c'est-à-dire le nationalisme algérien. Je vous dis ça parce que c'est toujours le problème aujourd'hui. Parce qu'on va parler des problèmes de mémoire. Oui. Le problème central, c'est la non-reconnaissance de ce qu'est le nationalisme algérien, c'est-à-dire la nation algérienne. C'est ça, oblitéré, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on se dit, on continue de dire, dans le fond, ce qui s'est passé pendant cette guerre, c'est l'affaire d'une poignée de personnages terroristes qui ont entraîné derrière eux par la terreur. On utilisait ce terme, bien sûr, terroristes, les Félagas. Sans voir que sur le plan strictement électoral, je prends l'exemple de 1947 parce que c'est la seule fois où les élections étaient libres, au deuxième collège. Ils étaient majoritaires, ils ont remporté tous les sièges aux élections municipales de 1947. Donc ça veut dire que c'était eux la force politique principale montante. Avec naturellement les Oulémas, avec Abbas, avec le PCA aussi, le Parti communiste algérien, enfin bref. Tous ces courants-là, assimilationnistes, culturalistes, berbéristes, indépendantistes, tout ce que vous voudrez, toute cette famille-là était majoritaire dans la société. Et on ne comprend toujours pas comment se fait-il que ceux qui accèdent au pouvoir en 1954, la gauche en particulier, ne disent pas pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de discuter avec eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on ne discute pas. C'est-à-dire que ce n'est même pas ça la question. Ça veut dire qu'elle ne s'est même pas imposée à leur esprit, alors que le cas du Maroc et de Tunisie, c'était imposé. Voilà. C'est-à-dire qu'un personnage comme Messali, il est assigné à résidence, il est en prison. On ne pense même pas à dire, tiens, mais si on allait discuter, négocier avec lui, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, ou même Abbas, qui est un homme légaliste. C'est une forme d'autisme. C'est pas seulement de l'autisme, c'est aussi une forme de mépris quand même par rapport aux élites indigènes. Il y a de l'autisme politique, c'est clair. Mais il y a aussi le fait que, dans le fond, ces hommes ne sont pas des acteurs à part entière. Alors, comme on ne va pas pouvoir vous garder longtemps, nous allons donc aborder ce sujet de la mémoire, ce sujet lancinant, des deux côtés de la Méditerranée. Cette mémoire qu'on refuse d'envisager de façon sereine, apaisée, pour pouvoir en parler autour d'une table, d'un côté et de l'autre. En France, on continue de parler de la mission civilisatrice, certains parlent de rôle positif du colonialisme, on continue de traiter ces Français qui ont participé à la révolution algérienne de traîtres. Vous avez vu au sujet de l'affaire Audin, l'affaire Zemmour, il a traité Audin de traître. De l'autre côté, en Algérie, on continue de faire l'impasse sur le sujet des Harkis. C'est manichéen à un point incroyable, c'est tout noir. Au même moment que côté Moujahidine, c'est tout blanc. On refuse d'envisager cette histoire des faux Moujahidines. On refuse de parler de l'affaire Melouza, de la Bleuite, etc., etc. Alors, comment faire, à votre avis, je sais que vous n'avez pas la recette magique, mais comment pouvoir aller vers un climat, une ambiance, une atmosphère apaisée où les élites, où les universitaires, où les penseurs pourraient s'exprimer sans avoir peur d'être stigmatisés. Comment ? Alors d'abord, ce que vous mentionnez aujourd'hui en France ou en Algérie, de ceux qui crient très fort sur les sujets que vous avez évoqués, sont peut-être pas majoritaires dans leur propre société. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de bruit, ils ont beaucoup attention, ils ont beaucoup de pouvoir sur le plan politique, les partis politiques, l'Assemblée nationale, etc. Mais il faut bien voir qu'il s'agit d'une fraction des sociétés. Parce que les sociétés elles-mêmes, si vous êtes un Français, que vous allez en Algérie aujourd'hui, les gens sont très bien accueillis. Et d'ailleurs, c'est toujours très surprenant d'écouter parler des Français qui vont en Algérie aujourd'hui, qui disent « Oh là là, mais c'est incroyable, comme j'ai été bien accueilli à Oran, à Tlemcen, je ne sais pas où, etc. » Parce qu'on leur a tellement mis dans la tête des discours, disons, de propagande sur l'Algérie, que dans le fond, ils sont extrêmement surpris. Je vous prends cet exemple.
parce qu'il faut faire attention à la façon dont les sociétés vivent aujourd'hui ces histoires. Hein. Il y a beaucoup de mélanges, de circulation. Il y a une énorme immigration algérienne en France, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Algérie. Beaucoup d'indifférence et d'ignorance aussi pour cette période. Hein. Il y a de l'indifférence, de l'ignorance, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent grosso modo, ça fait 60 ans, il faut vivre, il faut avancer, etc. Donc je préfère aussi dire ça, parce que très souvent on oublie qu'il y a des millions de gens, dans le fond, qui continuent de vivre, d'espérer, d'échanger, de faire des tas de choses, etc. Maintenant, la question que vous posez, elle concerne effectivement une fraction des élites politiques, des deux côtés de la Méditerranée. De ceux qui en font généralement un fonds de commerce. Qui en font, effectivement. Pour ce qui concerne la France, si on veut bien commencer par là, en fait, la question dite algérienne, selon moi, elle touche à un grand problème, enfin deux grands problèmes. Un, la question de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme français, c'est-à-dire que la fin de l'Algérie française, c'est la perte de l'Empire. Donc il faut redéfinir le nationalisme français, parce que la France redevient une nation parmi les autres, et non plus une grande nation. Donc il y a une espèce de refus de voir le rétrécissement en fait, national. C'est donc une question très très importante, l'Algérie, parce qu'elle touche à l'identité nationale française, fondamentalement, c'est-à-dire le rétrécissement national. Et deuxièmement, la question en fait de l'Algérie, elle n'est pas abordée, elle se retourne contre les immigrés, l'immigration algérienne. D'abord, et ensuite les immigrés au sens large, et ensuite la question des musulmans de France. Vous voyez, c'est par rebond successif, c'est qu'en se cachant derrière la question algérienne, on dit grosso modo, la question décisive, c'est l'immigration. Ce sont ces deux aspects principaux. Alors pourquoi on n'arrive pas à avancer ? Parce que, dans le fond, en France, on envisage la question algérienne toujours par la fin de cette histoire, c'est-à-dire 62. Le départ, les pieds noirs, la question des harkis, l'exil, la défaite, l'armée française. C'est toujours 62. Le coup de Sirocco, la fin d'une histoire, d'une grande histoire, etc., etc. Sans voir que si on arrive à cette fin d'histoire, c'est parce qu'il y a eu 132 ans d'histoire. Or, les Algériens, de leur côté, eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement la fin, mais c'est toute l'histoire. C'est la colonisation. Une reconnaissance. C'est la colonisation. Donc la question centrale, c'est qu'il faut sortir d'une vision de l'Algérie en France qui est exclusivement centrée sur la fin, sur la violence, etc., pour comprendre ce qu'a été toute l'histoire de la colonisation qui a abouti à cette violence. Et pour ça, il y a tout un travail pédagogique qui est extrêmement compliqué et très long pour savoir qu'est-ce qu'a été l'entreprise coloniale. Et qui n'est pas fait, ce travail pédagogique. Qui a commencé quand même. Il y a des choses qui ont été faites. Dans les manuels scolaires, il y a des choses qui sont dites, il y a des actes qui ont... Non, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais rien. Parce qu'en France, évidemment, on dit toujours il n'y a rien. Il y a des travaux d'historiens, voilà, il y a des quelques gens qui conférences travaillent, par-ci, par-là. il y a des gens qui produisent, qui font des livres, il y a des, il y a des gestes politiques aussi. Mais il n'y a pas d'adhésion vers une démarche de réconciliation, vers une démarche de mémoire. Bien sûr, mais il faut quand même dire tout ce qui est fait déjà pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensuite. Il faut d'abord poser un diagnostic. Cette démarche de M. Macron, président de la République française, écoutez, sujet d'Odin, par exemple, Maurice Audin. C'est quand même très important. On ne peut pas dire c'est rien, c'est pas possible. La première fois, vous avez un chef d'État en France qui reconnaît... Qui a fait des déclarations très fortes. Sur la colonisation d'une part, et après sur Maurice Audin, qui est de dire, bon, c'est un crime d'État. Voilà, c'est l'État qui est responsable de l'enlèvement, la séquestration, la torture et l'assassinat de Maurice Audin. À ma connaissance, jamais un président de la République française n'avait été aussi loin sur la question algérienne. C'est quand même très important. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il y a après tout le travail à faire sur tout ce qui a été fait sur les Algériens pendant cette période. Déportation de population, utilisation du napalm, armes atomiques. Je ne vais pas faire l'inventaire de tout, torture, etc., etc. Mais prenons appui... C'est mon point de vue, sur des choses qui sont faites déjà. Lorsque Jacques Chirac, par exemple, en 2005, dit « Sétif également ont été des massacres », ou quand il dit en 2006 « Madagascar a été un massacre », très important, la déclaration qu'il fait en 2006,
Moi, je me dis, prenons appui sur ce qui existe pour aller plus loin. Il faut approfondir, il faut creuser les dossiers. C'est ma position. C'est très réformiste. Hassan Zaroui, on avait convenu au début de l'émission qu'on laisserait Benjamin s'exprimer d'abord, puisqu'on devait le libérer. Bien sûr, mais bien sûr. je ne résiste pas à la tentation de vous demander votre avis sur cette question. Pourquoi ces crispations de part et d'autre? On n'a pas parlé Je pense que les Oui, crispations... je reviens avec vous. Je pense que les crispations... Ne t'inquiète pas, Benjamin, je ne prendrai pas une heure. Je pense que les crispations viennent du fait que la question, tout ce qui touche à l'Algérie, est encore très, très sensible en France. Pourquoi? En Algérie aussi. Oui, en Algérie aussi, bien sûr, des deux côtés. Mais je parle de ce côté-ci d'abord. Ici, en France... Pourquoi? Parce que les acteurs, le nombre d'acteurs, on les estime à 10 millions à peu près. Parce qu'il y a d'abord les soldats. Qu'est-ce que vous voulez dire par les acteurs qui ont participé. Ça veut dire les soldats, les moudjahidines. Oui, absolument. Je vais m'expliquer. Oui, oui, bien sûr. Non, je parle de ceux qui sont directement engagés dans le processus de libération. Alors donc on a d'une part les soldats appelés ou engagés. Il y a cette catégorie. Il y a ensuite les pieds noirs. Il y a les harkis et leurs descendants, et les immigrés et leurs descendants. Donc il y a beaucoup de monde. Chaque fois que vous, chaque fois que vous abordez le sujet d'un côté ou de l'autre, vous touchez l'autre partie. Donc on est toujours dans la position du funambule, parce que quand vous revendiquez le droit de l'un, l'autre, il dit non, et moi, vous m'oubliez, et moi, de mon côté, c'est injuste. C'est moi qui ai raison, c'est pas vous. Et donc, Benjamin a parlé de pédagogie. Il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord la question qui se traite au niveau des États, des deux pays. Et puis, il y a les questions qui se traitent au niveau des sociétés. Au niveau des sociétés, au sein desquelles les intellectuels, les universitaires, les hommes politiques jouent un rôle important. Et des deux côtés, effectivement, il est indispensable que l'on entreprenne cette entreprise de mémoire, de connaissance des faits, de ce qui s'est vraiment passé. C'est pas, moi quand je parle je me dis, moi j'utilise pas le mot repentance, je laisse ceux qui l'utiliser, mais je dis reconnaissance. La France se grandirait à reconnaître ce qu'elle a fait. Mais du côté algérien, il faut aussi faire la psychanalyse de nos erreurs initiales, disait Bachelard. Et nous allons poursuivre tout à l'heure. Alors, Benjamin Stora, je reviens vers vous. Cette histoire de repentance, avec cette connotation un peu religieuse et de reconnaissance que vient de prononcer, est-ce que nous pourrions y arriver un jour On y arrive petit à petit quand même. Je veux dire, on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années... ce qui s'est dit déjà sur Sétif et Guelma, sur ce qui s'est dit sur Odin, sur ce qui s'est dit sur les mines qui ont été posées à la frontière marocaine et tunisienne. Parce que là, il y a eu les plans qui ont été remis. N'ont été fournis que très très tard. Bien sûr, ça a été remis très tard. Alors devant nous, il y a d'autres chantiers. Il y a la question de l'arme atomique utilisée au Sahara, qui a fait des milliers de victimes. Il y a naturellement le napalm, qui a été utilisé pendant la guerre, notamment dans le nord constantinois. Enfin, je pourrais comme ça, les déportations de population, 2 millions de paysans algériens ont été déplacés. C'est gigantesque, c'est considérable. Les dépossessions. Les dépossessions foncières, mais ça renvoie à toute la question coloniale. Ça, c'est le début, c'est la guerre de conquête. Bon. Donc, on a comme ça toute une série de dossiers, à mon avis, à mon sens, qu'il faudrait prendre les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a déjà des discours généraux de condamnation du colonialisme, mais la question maintenant, c'est de prendre les choses concrètement. Par exemple, si on reconnaît ce qui s'est passé sur Odin, alors il faut reconnaître ce qui s'est passé sur Ben Midi. Bien sûr, absolument. C'est-à-dire qu'il faut la réciprocité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester uniquement sur un seul plan. Vous voyez mais je prends des choses très accessibles. Macron, quand il a choisi Maurice Audin, qui est un Français blanc, même s'il est considéré par les Algériens comme un moujahid qui a combattu, et un shahid qui a combattu pour l'Algérie, Macron, quand il a choisi uniquement Maurice Audin, est-ce parce que ça pouvait lui permettre de faire passer, que c'était plus... j'allais dire soluble dans la compréhension générale. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête, mais simplement l'affaire Audin, ça a été constitutif d'une identité de la gauche française. C'est-à-dire que l'affaire Audin, enfin on l'a oublié aujourd'hui, mais ça a été très important. Parce que derrière, il y a eu la question d'Henri Allègre, il y a eu toute une formation, une fabrication politique, un imaginaire
politique de la gauche française, de la gauche anticoloniale, qui s'est cristallisée sur l'affaire Audin. Donc traiter de l'affaire Audin, dans le fond, c'était quelque part s'adresser à cette gauche-là, à cette gauche française. Donc il y a effectivement, de mon point de vue, une visée politique. Maintenant, la question, c'est qu'il faut élargir le spectre. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aussi parler à l'histoire algérienne. On ne peut pas parler qu'à l'histoire française, parce que c'est une histoire franco-algérienne. Comment on pourrait y arriver? Est-ce que les universités de part et d'autre de la Méditerranée pourraient contribuer à aller vers cette situation Déjà, ce qu'il faut dire, encore une fois, c'est que vous avez quand même des universitaires français algériens qui travaillent ensemble. Je vois, il y a Hassan Zeraoui qui est là, que je connais depuis de nombreuses années. Derrière lui, il y a Sadek Salam, que je connais depuis des années, qui est un historien reconnu, qui travaille depuis de très nombreuses années sur l'histoire intérieure de l'Algérie, etc. Donc, il y a d'autres histoires, je ne vais pas tous les citer, Abdelmajid Merdassi, Fouad Soufi, Hassan Remaoud, et bien sûr Mohamed Arbi, qui sont des historiens avec lesquels les historiens français travaillent depuis de nombreuses années. Donc, ce n'est pas une affaire simplement d'historiens. Mais pourquoi ça reste simplement Benjamin Stora, pourquoi ce genre d'échange, de recherche, d'échange reste au niveau d'initié académique. Pourquoi ça ne va pas plus bas, vers la société civile, vers une adhésion de la société civile dans ces questions-là pour en parler librement, pour apaiser le climat? Ça atteint quand même la société. Parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai commencé à travailler sur cette histoire dans les années 70. J'étais très jeune à l'époque. J'avais travaillé sur un personnage comme Messali, c'était impossible de prononcer son nom. C'était inimaginable. Aujourd'hui, vous avez l'aéroport Tlemcen qui s'appelle l'aéroport Messali. C'est quand même important. À l'époque, je faisais un dictionnaire biographique de militants algériens, 600 biographies, j'ai mis 5-6 ans à l'écrire, etc. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs de cette époque. La plupart ont disparu maintenant, aussi Naït Ahmed, etc., Boudiaf, tout ça. À la fin des années 70, début des années 80. Et à l'époque, c'était des hommes isolés, dont la visée, l'histoire était inconnue, je veux dire, des sociétés, de la société algérienne, par exemple. Dans la société française, personne, à l'époque, je parle toujours des années 80, ne savait, en France, là on parle côté français, personne ne savait à quel point François Mitterrand avait été un acteur majeur de cette histoire de la guerre. Et personne ne pouvait imaginer à quel point il avait joué ce rôle dans le refus de la grâce qui n'a pas été accordé, qui n'a pas donné aux condamnés à mort algériens, dont 45 ont été guillotinés. C'est quand même considérable. Il a fallu attendre, je veux dire, encore quelques années, et on arrive aux années 2000, 2010, que ce soit en France ou en Algérie, où quand même, maintenant, on sait ce qu'a fait François Mitterrand. On ne peut pas dire « ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». On le sait. On sait maintenant qui sont ces personnages, Boudiaf, Faït Ahmed, Messali. Donc on ne peut pas dire que rien n'avance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même du travail, il y a quand même des choses qui se passent. Il serait préférable que ça aille plus vite, plus intensément. Oui, mais ça, c'est de la politique. Le temps presse, j'allais dire. Mais ça, c'est de la politique. Civile, la société civile. Oui, mais c'est de la politique. Des universités, de la perception générale. Oui, mais c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on peut fournir autant de travail qu'on veut. Si ce travail universitaire académique n'est pas relayé sur le plan politique, il n'existe pas. Regardez l'histoire de l'affaire Audin. Tout le monde avait oublié l'affaire Audin, soyons quand même honnêtes. Beaucoup, sauf une poignée de militants, dont je faisais partie d'ailleurs, qui avaient écrit au président de la République pendant toutes ces années pour ouvrir les archives, etc. Et tout d'un coup, voilà un président de la République s'en empare et fait une déclaration. Je suis désolé, ça a un retentissement gigantesque. Prenez le cas de l'Algérie, prenons un autre exemple. Il y a eu un colloque organisé à Tlemcen autour de Messali. Je veux dire, sous le patronage de Bouteflika. Je n'y peux rien. On peut être d'accord, pas d'accord, qu'importe. Mais le fait est, c'est que si vous n'avez pas une parole politique au plus haut niveau de l'État qui relaie les travaux des historiens, les travaux des historiens, ils sont confinés dans une sphère étroite, académique, avec des séminaires. Des initiatives politiques. Et pour ça, il faut des combats démocratiques. C'est ça la question, des combats citoyens.
C'est-à-dire les combats citoyens, ça veut dire des pétitions, la restitution des crânes, tout ça c'est des pétitions, tout ça c'est des batailles citoyennes. Le 17 octobre, vous croyez que comme ça on va reconnaître le 17... Non, il y a eu des associations qui se sont créées, des manifestations qui ont été organisées. Sinon, si vous n'avez pas dans les sociétés, si vous n'avez pas de mobilisation citoyenne autour des questions d'histoire et de mémoire, pourquoi voulez-vous que la parole politique s'en empare? Ça n'en empare pas. Et l'absence de volonté politique, elle serait motivée par des visées électoralistes, des équilibres? Il y a de ça, parce qu'en politique, il y a toujours ça. Il ne faut pas être naïf, la politique, c'est un rapport de force. Oui. Ce n'est pas simplement des idées, c'est aussi des clientèles électorales, ce sont des rapports de force. En Algérie aussi. Ce n'est pas seulement en France, hein. En Algérie aussi. Vous avez des clientèles électorales, des socles, disons. Les Moudjahidines, bien sûr, les enfants de Moudjahidines, les Shahids, tout ça. Bon, ce sont, comment dirais-je, des groupes très, très importants de mémoire, qui comptent, qui pèsent dans la politique. En France, personne n'en a parlé, le rôle joué, pas simplement par les pieds noirs, etc., mais par les soldats français. 1,5 million de soldats français sont allés en Algérie. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier. Et leurs enfants, et leurs parents, ils se transmettent. Ce qu'il ne faut pas croire. Contrairement à une idée reçue, que plus le temps passe, et plus ça va se régler, avec le temps, on met sous le tapis, puis c'est réglé. Non. Parce que les secrets, les turpitudes, les angoisses se transmettent. Ça se transmet par les gènes, presque. Dans les enfants, et qui disent, et les traumatismes aussi. Donc ça veut dire que l'histoire de la colonisation en Algérie, le trauma colonial, pour aller vite, il ne faut pas croire qu'il va s'évanouir par le passage des générations. Vous savez, c'est un discours qu'on entend très souvent, ça. Oui, c'est la dernière génération qui a fait la guerre, après ça ira mieux quand... Non, parce que la question des traumatismes, d'une manière ou d'une autre, elle existe et elle se transmet. Le déni, à un moment donné, est brisé par les générations qui arrivent après, qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et là, ça remonte à la surface. Mais quand on cadenasse les tabous, ça n'en exaspère que d'autant plus les rancœurs et les traumas. Mais plus on retarde les clarifications, plus on retarde... Moi, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle « La gangrène et l'oubli », que j'ai écrit en 1991. Donc, vous voyez, tout ça, on parle déjà, ça commence à dater maintenant. Mais on avance. Moi, je ne suis pas du tout... de ceux qui disent on est toujours en France, en Algérie, c'est toujours pareil, on parle de rien, tout est occulté. C'est pas vrai. Je veux dire, on sait de plus en plus, par exemple, que l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne a été bien sûr une lutte armée, mais a été aussi une bataille politique. Et ça, on commence à le mesurer de manière très importante. Qu'il y a eu des divergences politiques sur ce qu'il fallait faire entre les maquis de l'intérieur, l'armée des frontières, ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui étaient à l'extérieur, quel type de société il fallait construire, quel type d'État il fallait avoir. Tout ça, ce sont des batailles idéologiques, ce sont des batailles politiques, et qui remontent progressivement à la surface au détriment d'une vision exclusivement militariste. Mais ça, c'est nouveau. Et c'est très important. Donc ça veut dire que les choses avancent quand même. On n'est pas toujours au même stade. Voilà. On aurait voulu vous garder plus longtemps. On avait promis de ne vous garder que 30 minutes. On a un peu dépassé. Je voulais présenter deux de vos livres. Celui que vous avez écrit à quatre mains avec Renaud de Rochebrune, La guerre d'Algérie vue par les Algériens, des origines à la bataille d'Alger, par Folio. Et un autre livre qui est apparu quand, le nationalisme algérien? Il y a 3 ans. 3 ans. Nationalisme algérien avant 1954 par Benjamin Stora, bien sûr. C'est au CNRS édition. Par les éditions CNRS. Alors, on vient de me dire à l'oreillette que des téléspectateurs qui savaient que vous alliez partir vite vous demandent de rester. Mais nous n'allons pas... Nous remercions beaucoup Benjamin Stora et j'espère que vous reviendrez. Voilà. Nous allons observer un petit intermède pour permettre à nos autres invités de nous rejoindre et de donner enfin la parole à notre ami Zahraoui. À tout de suite alors. Merci, Merci beaucoup. Merci Benjamin Stora. Merci beaucoup.